Messieurs et mesdames, on va tout de suite commencer à parler donc du thème qui nous intéresse, le digital en tant que levier, axe clé de l'internationalisation des entreprises, n'est-ce pas? Les challenges qu'on avait, n'est-ce pas, il y a quelques années ne sont plus les mêmes à cause du digital qui facilite cette démarche. Est-ce que je vais commencer tout de suite par demander à Monsieur Jide Yal, est-ce qu'il pense qu'il y a un modèle, un canevas de base qui peut constituer le guideline à suivre pour une entreprise qui désirerait s'internationaliser? Merci bien. Bon, je me présente très rapidement. Je suis Jide Al Salim. Je suis le fondateur de 10 Group, qui au départ était une agence marketing digital créée en Côte d'Ivoire en 2013. Et 3 ans après, l'agence a développé d'autres départements, tels que la régie, le pôle analytique, le pôle technologique et le pôle événementiel et la veille stratégique. Aujourd'hui, le groupe est présent dans 6 pays. En Côte d'Ivoire, où nous avons le siège, où nous accompagnons les opérateurs téléphoniques, les personnalités politiques, où en 2007, nous avons eu l'agrément de la première agence marketing digital qui nous a été octroyée par le Conseil supérieur de la publicité. Le groupe est également présent en Centrafrique, où nous accompagnons le gouvernement centrafricain dans la mise en relation entre le gouvernement centrafricain et les investisseurs à l'étranger. Nous les avons aussi accompagnés dans l'organisation d'une table ronde à Bruxelles l'année passée. Nous sommes aussi présents au Cameroun, à Yaoundé, où nous accompagnons l'opérateur téléphonique Camtel. Au Bénin, nous accompagnons un opérateur téléphonique de la place et des personnalités politiques et publiques. Et au Togo, c'est le bureau du Bénin qui dessert le Togo, justement. À Kigali aussi, nous accompagnons Smart Africa dans l'organisation de la Transform Africa et aussi une personnalité politique du pays. Je viens rapidement à la question. Donc, vous comprenez tout de suite que nous sommes présents dans 6 pays, alors que nous avions lancé l'entreprise il n'y a que 5 ans. Comment est-ce que c'est possible? Quand on sait qu'à côté, il y a de cela des années, nous avons vu nos aînés créer leurs entreprises depuis 10 ans ou 20 ans, qui n'ont même pas pu installer une filiale juste à côté, qu'est le Togo. L'avantage avec nous, c'est-à-dire l'outil qui nous a permis de le faire, nous, c'est simplement le digital. C'est le digital. Et pourquoi le digital? Parce qu'à la base, nous sommes certes une agence dans le digital, mais le groupe a d'abord, dans un premier temps, travaillé sur sa numérisation. C'est-à-dire, nous ne sommes pas limités à dire simplement que nous sommes une entreprise dans le digital avec une présence sur LinkedIn. Non, nous avons travaillé sur toute la chaîne de valeur, du début jusqu'à la fin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux aisément vous dire qu'en termes de process qui nous ont permis d'en arriver là, eh bien, c'est très simple. Dans un premier temps, nous avons travaillé sur la création d'une culture digitale harmonisée entre le siège qui est à Abidjan et les filiales qui sont dans les autres pays. C'est-à-dire, en interne, nous avons la même vision et les mêmes objectifs en termes de développement. C'est le premier pas. Après, il faut pouvoir, vous savez, quand on parle de digital, quand on parle de transformation numérique, on parle de data, on parle de volume, on parle des informations qui circulent, on parle de données. Donc, il est important de sécuriser cela puisqu'il y a des échanges qui se font. Donc, c'est justement pour cela que la deuxième méthode que nous avons utilisée, c'est justement la sécurisation des données qu'on échange entre le groupe, les filiales, c'est-à-dire entre les entreprises de divers pays. Monsieur Jide, Oui. effectivement, ce point m'intéresse particulièrement. Oui. Je vais vous demander de le garder pour tout à l'heure. On va Ok. pouvoir s'épancher dessus Ok. plus largement. Merci beaucoup. Et je vais demander donc à Madame Amoussa de nous dire ce qu'elle pense de l'internationalisation via le digital.
Alors, bonsoir. Donc, moi, je suis Sephora Amoussa, je représente Rightcom. Rightcom, qui est une entreprise aujourd'hui qui est spécialisée dans la mise à disposition d'outils digitaux pour l'amélioration de l'expérience client. Et j'ai beaucoup écouté ce que Salim a dit. Et je vais juste venir en renfort sur certains éléments que je pense essentiels aujourd'hui pour les entreprises qui évoluent dans le digital pour pouvoir s'internationaliser. Alors moi, avec le modèle d'entreprise dans lequel je suis, la première chose, c'est la vision. Pour moi, c'est essentiel pour pouvoir s'internationaliser parce que la vision vous permet de vous dire où est-ce que vous voulez aller. C'est la première chose qu'il faut définir, vos objectifs. Et nous, ce qu'on pense, on veut être au sommet. C'est-à-dire que toute notre stratégie repose aujourd'hui sur le fait que les entreprises, lorsqu'elles pensent expérience client, elles doivent pouvoir se référer automatiquement à Rightcom. Donc ça, c'est la première chose qui vous permet, en tant qu'entreprise, de pouvoir vous internationaliser. Parce que vous n'êtes plus à l'échelle locale, mais vous pensez déjà à l'échelle mondiale. Ensuite, la seconde chose, c'est de pouvoir déterminer des offres et des produits qui peuvent non seulement être utilisés en local, mais qui peuvent s'adapter à n'importe quel type d'environnement. C'est-à-dire, lorsque déjà à la base, vous avez une stratégie qui vise à proposer des solutions et des produits qui ne sont pas seulement pour l'usage local, vous allez dans n'importe quel marché, les gens peuvent s'identifier à ce type de produit. Donc moi, je pense que c'est des éléments essentiels pour une entreprise aujourd'hui qui veut évoluer sur le plan international et pouvoir rapidement évoluer sur ce secteur. Et pour pouvoir ajouter la petite touche ironique, moi, je suis de mon bureau à Genkoma et je suis dans 18 pays tous les jours, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. 18 pays dans lesquels je suis tous les jours parce qu'ils utilisent mes solutions, parce que je suis de mon bureau, mais je suis arrivée à pouvoir m'internationaliser. Donc voilà. Excellent. Donc ça m'amène à la prochaine question que je vais poser à Madame Sabiboun. On a entendu parler de vision, de culture, mais Madame Amoussa vient de lever le point. Comment elle fait, d'après vous, pour être dans 18 pays en même temps? Quels sont les outils qui peuvent sous-tendre cette vision et cette présence internationale? Merci beaucoup, Monsieur Médéguin. Mais vous voyez, pour être présent dans 18 pays, on n'a pas besoin d'être une entreprise du digital, comme la plupart des entreprises dont on est en train de parler jusque-là. Mais il faudrait déjà que l'entreprise elle-même, elle intègre en fait, elle prenne en compte les outils que le digital met à sa disposition pour s'exporter. Donc, qu'elle parte donc de l'exportation à la création de filiales ou même à la constitution de multinationales et tout. L'utilisation du digital lui permet de dépasser les frontières de son pays. Et vous savez, par le passé ou avant le digital, comment les entreprises faisaient pour s'exporter? Il y avait des missions qu'il fallait aller sur le terrain, étudier les habitudes de consommation du marché qu'on voudrait atteindre. Il fallait aller voir les habitudes de consommation, la concurrence, étudier l'environnement vers lequel on veut s'exporter et parfois revenir avec de la déception parce que le marché n'est pas favorable et encore perdre du temps pour aller vers d'autres horizons. Aujourd'hui, il y a des outils numériques qui vous permettent depuis votre bureau de faire l'étude du marché, d'étudier le niveau de concurrence, le niveau de maturité du marché vers lequel vous avez envie de vous exporter et de pouvoir tirer déjà des conclusions à partir de votre bureau. Et donc, cette facilitation vous permet de gagner du temps, mais également de gagner ou du moins de réduire la dépense liée à l'étude pour l'exportation ou pour l'internationalisation de votre entreprise. Donc, ces outils sont disponibles et ils sont en ligne pour la plupart et ils sont gratuits. Donc, ces outils vous facilitent donc, votre vision d'externalisation, votre vision d'internationalisation. Merci beaucoup. Et ça tombe bien que Oracle soit avec nous sur ce panel. Oracle donc n'est plus à présenter géant des solutions infrastructures, mais surtout logiciels, gestion des données. Donc, Monsieur Bouévi, on parle d'outils. Madame Sabiboun a même parlé d'outils gratuits. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple pratique d'outils pour une entreprise, disons une PME africaine qui vise sa croissance sur la CEDEAO, par exemple?
quel genre d'outils est-ce qu'elle peut avoir à sa disposition pour aboutir à cet objectif? Bonjour à tous, je vais me présenter, je m'appelle Fabrice Boévy, je suis le directeur commercial Oracle pour l'Afrique francophone. Pour commencer, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, le digital n'est pas une option, mais plutôt un impératif pour le développement à l'international. Parce qu'en réalité, l'outil permet d'avoir un gain d'efficience et d'efficacité. Tout d'abord, l'entreprise, je parlais des outils tout à l'heure, l'entreprise peut rapidement faire en sorte de bénéficier d'une économie d'échelle puisque les besoins seront mutualisés. Ainsi, et également harmoniser les processus de façon à pouvoir grandir bien plus rapidement. Au niveau des outils spécifiquement qu'il est possible d'utiliser pour une entreprise, aujourd'hui, pour se développer, la connaissance des clients est fondamentale. Donc, pour aller de l'avant sur un marché compétitif, il faut connaître ses clients. Les clients sont tous différents. Les besoins doivent être localisés. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'outil informatique pour connaître, pour avoir une vision 360 degrés des besoins de ses clients. Et aujourd'hui, nous avons des données qui peuvent être structurées, des données qui peuvent être non structurées. Les données structurées peuvent, par exemple, être celles qu'on obtient quand on fait des enquêtes en ligne ou quand on pose des questions à différents clients, on obtient des données qui peuvent être structurées. Mais au-delà des données structurées, nous avons tout ce qui concerne les vidéos, tout ce qui concerne les commentaires sur Facebook, etc., qui donnent également une facette des clients qu'on peut utiliser. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte de croiser ces données structurées et ces données non structurées pour apporter des informations pertinentes sur l'utilisateur, sur les clients, de façon à ce que l'entreprise adapte une stratégie qui lui permette d'aller justement agrandir son marché. Et cela, on le fait au travers du big data. Et pour aller plus loin au niveau du big data, on peut utiliser des outils d'analyse prédictive qui peuvent justement prendre exemple sur des éléments passés pour prédire les comportements futurs. Une question complètement naïve sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'en Afrique, dans le contexte africain, CEDEAO, sans compter les grands géants de la zone comme le Nigeria, est-ce que nos entreprises et nos consommateurs sont prêts à fournir la matière première sur la big data? Est-ce qu'on collecte de la big data en Afrique assez pour faire de l'intelligence là-dessus? Absolument. En réalité, comme je l'ai dit, il y a deux sortes d'éléments. Il y a les données structurées et les données non structurées. Bien entendu, les données non structurées, ce sont des données qui sont disponibles dans l'espace public sur Internet. L'idée, c'est d'utiliser des outils qui sont capables d'aller chercher ces informations et de les croiser avec les données structurées. Donc aujourd'hui, oui, on est capable d'en faire. C'est ce que nous faisons tous les jours chez Oracle, dans toute la région. Très bien. Donc, on a beaucoup parlé de données. Donc, on va manipuler des données et sûrement des données personnelles. Donc, ça a de la valeur, c'est critique, c'est sensible, il faut les protéger. Monsieur Djideyal, vous abordiez tantôt ce point. Comment est-ce qu'on considère et comment est-ce qu'on aborde cette question des données qu'on manipule? Est-ce qu'il y a un seul type de données ou il y a plusieurs types de données? Comment est-ce qu'on aborde cette question? Ok, merci bien. La problématique des données, de la manipulation des données, à mon avis, elle est à deux niveaux. Dans un premier temps, puisque là, on est en train de parler de l'internationalisation des entreprises, enfin de l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a d'office, comme je le disais, échange de données entre les filiales de tout le groupe, si vous voulez. Et ces données, vous n'êtes pas sans savoir que c'est des process, c'est des informations des clients, c'est des codes, c'est des accès, et c'est tout cela. Donc, il est important, justement,
dans la structuration, c'est-à-dire dans la mise en place d'une stratégie d'internationalisation d'une entreprise, de mettre en place justement une stratégie de sécurisation de ces données-là à l'international, c'est-à-dire au niveau de toutes les filiales. Pour cela, c'est simple. Il y a déjà les outils que vous utilisez pour faire cet échange d'informations-là. C'est comme quand vous prenez chez nous, par exemple, la 10. Le groupe 10 n'utilise pas un système classique d'emailing, c'est-à-dire nos emails, on ne les a pas créés sous un URL qu'on a obtenu chez n'importe quel hébergeur. C'est ce qui se fait avec la plupart des entreprises. Quand vous prenez par exemple l'URL, je prends Golden Tulip par exemple, ou leur URL, je suppose que c'est goldentulip.bj, ou un certain Roméo par exemple, son email c'est romeo@goldentulip.bj. La plupart du temps, qu'est-ce qui se fait? Le prestataire qui a peut-être accompagné Golden Tulip dans la mise en place de ses outils, de son système d'information, il a peut-être pris le nom de domaine sur une plateforme qu'il a hébergée chez un hébergeur et où il a créé l'email, c'est ça. Et il donne les accès à l'utilisateur. À notre avis, à notre humble avis, ce n'est pas du tout sécurisé. Aujourd'hui, il y a des organismes, il y a des entreprises qui, en termes de fiabilité, de sécurisation des données, sont reconnus dans le monde entier. Je veux parler d'Amazon, je veux parler de Google. Nous, nos emails sont gérés directement par Google. On est à 100%, je vous dis bien, à 100% sûr que aucune personne ne peut rentrer, c'est-à-dire s'introduire dans nos boîtes mail pour pirater ou faire quoi que ce soit. Parce qu'à l'instant même où c'est fait, nous recevons des notifications et Google empêche même cela. Et nous pouvons même porter plainte parce que nous avons justement un compte chez Google où nous payons par mois pour chaque email que nous utilisons et pour chaque quantité de données qu'il y a, pour chaque flux de quantité de données qu'il y a entre ces emails. Donc vous nous dites que votre système est 100% sécurisé. Non, il n'y a pas de 100% dans la sécurité informatique, mais c'est mieux que de le faire avec un amateur ou de le prendre n'importe où. Ça, c'est déjà un premier point en termes de sécurisation des données. Mais si je vous écoute bien, ça veut dire que la sécurité repose sur les outils. Pas uniquement des outils, il y a des comportements aussi, bien sûr. Il y a des comportements, il y a déjà le matériel que vos collaborateurs utilisent. Excusez-moi, si mes collaborateurs, je suppose que des collaborateurs dans un pays utilisent un ordinateur qui n'est pas sécurisé ou l'exposent partout, ou sont dans un environnement où n'importe qui peut venir jeter un coup d'œil sur l'ordinateur ou voler l'ordinateur qui n'est pas protégé, vous êtes d'accord avec moi que des informations peuvent fuiter. Donc il y a vraiment des efforts à faire à tous les niveaux en termes de sécurisation des données quant à l'internalisation d'une entreprise. Merci beaucoup. Alors je voudrais rajouter quelque chose justement sur la question de sécurité des données personnelles. Alors en dehors, on sait que la plupart des entreprises aujourd'hui, surtout les entreprises qui ont une stratégie d'internationalisation, sont bien obligés de mettre une politique en place pour la sécurité des données. Alors, ce qui est déjà parfaitement bien comme l'exemple de 10, mais je pense qu'en dehors de ça, il faut aussi aller auprès des autorités de régulation. Par exemple, aujourd'hui, nous avons le GDPR qui est incontournable au niveau de la sécurisation des données. Et par exemple, nous avons tenu à ce que toutes les solutions que nous proposons à nos clients respectent les normes du GDPR. C'est-à-dire nous avons constitué un dossier pour pouvoir aller auprès de cette autorité-là qui certifie que oui, nos solutions respectent totalement le process qu'il faut mettre en place pour pouvoir sécuriser les données personnelles. Et en dehors de cette stratégie globale qu'on peut mettre en place pour pouvoir sécuriser les données, je pense qu'une entreprise qui s'internationalise et qui a plusieurs filiales doit s'adapter également aux autorités de régulation de chaque pays où elle est. Par exemple, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas entrer sur le marché de la Côte d'Ivoire et être une entreprise qui collectionne, qui fait du big data, sans aller auprès de l'ARTCI, l'organe de régulation des télécoms. C'est impossible.
ou aller aussi au niveau du Maroc avec le CNDP, vous ne pouvez absolument pas collecter ne serait-ce qu'une seule information cliente sans aller auprès de ces organes-là. Donc pour moi, une entreprise qui vise à s'internationaliser, qui veut aller sur le marché international, en plus de sa politique unique, sa politique globale qu'elle met à son niveau, doit également aller dans chaque pays où elle interagit pour pouvoir voir les organes de régulation qui en fait sont spécialisés dans ce type de domaine. Parfait. Donc voilà. Alors, je vais passer à Madame Sabiboun. On a entendu parler donc en termes de challenge de la sécurité des informations, de la conformité à la réglementation locale. Est-ce que vous voyez d'autres challenges auxquels peut confronter une implantation locale, enfin délocalisée du coup? Bon, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur des points sur lesquels mes prédécesseurs sont passés tout à l'heure. En fait, ce que veut le client en dehors, au-delà de votre frontière, comme d'ailleurs le client en local, c'est de s'assurer que vous êtes une entreprise fiable, que vous êtes une entité à qui elle peut se fier, avec qui elle peut faire affaire. Et donc, les garanties que vous pouvez lui apporter, ou la caution que vous pouvez lui apporter pour que les personnes qui veulent interagir avec vous soient en confiance, c'est déjà que vous soyez capable de protéger vos propres données. Et selon le pays dans lequel vous êtes, la réglementation peut être différente. Et là, ça fait appel justement à l'information, à la recherche de l'information et à la recherche de la bonne information avant même d'aller dans ce pays-là pour éviter peut-être qu'il y ait d'éventuels conflits en termes de législation par rapport à la législation de chez vous. Donc, la nécessité pour une entreprise donc, qui veut s'internationaliser d'être informée des questions réglementaires, législatives et réglementaires des pays vers lesquels ils vont, pour moi, est très, très importante. Maintenant, ensuite de cela, la protection des données, elles vont bien au-delà des données à caractère personnel, mais les données même de l'entreprise. Une entreprise qui ne peut pas garder ses, comment on les appelle, les documents comptables, qui les laisse fuiter, ça décrédibilise l'entreprise déjà en elle-même. Et donc, ce genre de données, l'entreprise doit déjà être capable de les garder. Et les technologies évoluent, et donc, chaque entreprise qui désire garder un minimum de crédibilité et sauvegarder la confiance de ses partenaires doit pouvoir se mettre régulièrement à jour par rapport aux outils de sauvegarde de données, mais également se mettre à jour par rapport à l'évolution des réglementations dans les différents pays dans lesquels elles sont. Très bien. Quel autre challenge, à part donc, la sécurité et la conformité aux réglementations locales, peut se présenter à une entreprise? Alors, une entreprise, il y a beaucoup de challenges et plusieurs d'entre ces challenges-là arrivent à être levés avec le digital, mais il reste quand même des challenges, j'en ai parlé tout à l'heure. La question des conflits en termes de législation, je n'ai pas un exemple tout de suite à donner, mais il peut arriver que vous ayez envie d'interagir avec un pays où la législation est ou du moins est en conflit avec la législation de votre pays d'origine. Et là, ça peut se poser un problème d'adaptation. Donc, c'est un défi que des entreprises peuvent être appelées à relever avant de pouvoir intégrer un marché étranger. Donc, voilà un peu ce que je veux ajouter. Très bien. Monsieur Boévi, un mot sur la sécurité des données. Oui, avant la sécurité des données, je souhaiterais simplement dire qu'un challenge, c'est simplement également se mettre au digital pour les entreprises. Pour les PME, se mettre au digital, ce n'est pas forcément simple parce que chaque PME a son cœur de business. Et c'est peut-être aussi pour cela que les grands éditeurs aujourd'hui font en sorte d'être sur le marché et de fournir des solutions qui vont les accompagner dans leur croissance et faire en sorte qu'ils ne s'occupent pas de sauvegarde, comme vous l'avez dit, qu'ils ne s'occupent pas des serveurs, qu'ils ne s'occupent pas de disponibilité, qu'ils ne s'occupent pas de la sécurité, mais qu'ils se focalisent sur leur cœur de métier spécifiquement. Et c'est, je pense, quelque chose qu'il faut absolument rappeler dans le cadre de cette conversation, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui se sont développées ces dernières années, que vous connaissez tous,
à l'instar de YouTube, par exemple. C'est certainement aujourd'hui la plus grande vidéothèque du monde. Si vous prenez Uber, c'est certainement l'entreprise de transport la plus grande du monde. Si vous prenez un autre exemple, Facebook, c'est l'entreprise qui a finalement, c'est la plus grande médiathèque du monde. Simplement, il y a une particularité à ces entreprises, c'est qu'ils se sont mis au digital et surtout qu'ils ne possèdent absolument rien au final. On ne peut pas comparer Airbnb et le groupe Accor. Le groupe Accor possède effectivement des milliers d'hôtels. Mais quand on regarde Airbnb, ce qu'ils ont fait, c'est véritablement utiliser le digital pour faire du business sans pour autant posséder. Ils ont exploité le digital. Donc c'est un peu l'idée qu'il faut avoir, je pense, quand on a une PME, parce qu'on a véritablement d'autres priorités, d'autres prérogatives, faire en sorte de se concentrer sur son cœur de métier et laisser cette partie digitale, cette partie informatique à des entreprises qui sont expertes en la matière et qui ont justement des data centers qu'il est quasiment impossible de violer. Alors, et M. Boévi, gardez le micro. Vous arrivez dans un nouveau pays, mais vous venez avec une culture digitale, des outils, des politiques de sécurité. Est-ce que vous avez la garantie, comment vous assurez que les personnes avec qui vous avez travaillé localement comprennent bien tous ces processus qui sont les vôtres, qui font la particularité de votre entreprise et de votre métier? D'accord. Je pense que c'est une question intéressante parce qu'en réalité, lorsque les entreprises, les grands éditeurs mettent en place des systèmes applicatifs, ils utilisent véritablement les meilleures pratiques au niveau mondial. Donc nous travaillons avec énormément de sociétés dans plusieurs industries. Donc l'idée, c'est tout simplement d'abord de connaître nos clients, de connaître leur métier, de savoir comment ils travaillent, connaître leurs besoins, connaître les spécificités pour pouvoir mettre au point des solutions applicatives qui répondent au plus grand nombre. Et pour cela, il y a tout un travail de recherche et développement qui est fait constamment au fil des années. Donc le budget en recherche et développement est colossal pour arriver à faire ce genre de choses. Donc comment est-ce que nous faisons? Tout simplement parce que les solutions, quand elles sont développées, s'appliquent, j'allais dire, intègrent des processus du marché qui sont éprouvés suivant les différentes industries. Et bien sûr, nous travaillons il y a une petite part où nous devons ajuster parce que les marchés sont tous différents, les pays sont différents, les besoins sont différents pour les clients. Donc chaque client a des processus qui peuvent varier un tout petit peu. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse accompagner le client, adapter justement la solution applicative aux besoins réels de l'entreprise. Donc il y a effectivement une certaine flexibilité à le faire. Et ensuite, ce qui est important en réalité, ce n'est pas uniquement de mettre en place l'application, mais c'est que l'application puisse être utilisée. Et pour que l'application puisse être utilisée, il y a forcément un accompagnement qui suit, c'est-à-dire un accompagnement sur le transfert de compétences et un accompagnement également sur l'utilisation de la solution applicative. Et bien entendu, en phase projet, bien sûr, faire en sorte qu'il y ait de l'adhésion, parce que sans adhésion, si les métiers ne prennent pas justement à cœur n'importe quel projet de transformation digitale, il est vrai que ce projet sera voué à l'échec. Madame Sabiboun, pour une entreprise qui désire s'internationaliser, qu'est-ce que vous pouvez quels sont les red flags qu'elle devrait regarder, observer, monitorer pour savoir si elle peut se lancer dans un pays ou pas? Alors déjà, je dirais il faut qu'elle s'assure
d'avoir bâti quelque chose en local. Parce que cela commence par là. Lorsque vous parlez de votre entreprise à quelqu'un en dehors, il a forcément envie de savoir qu'est-ce que vous faites déjà et comment vous le faites. Donc, après avoir construit donc, sur le plan local une certaine notoriété et qu'on a ensuite envie de s'exporter, il faut regarder à la législation du pays dans lequel vous allez. Lorsque vous regardez la législation et que vous êtes confortable avec la législation dans ce pays-là, je pense qu'il faut également regarder à la disponibilité de la main-d'œuvre pour ce que vous voulez produire, quelle que soit l'entreprise. Et en parlant de main-d'œuvre, je parle également des ressources humaines en fait. Donc, en parlant des matières premières, de la ressource humaine dont vous avez besoin, est-ce que vous avez de la ressource humaine qualifiée sur place? Si ce n'est pas une simple exportation et que vous devez produire donc, dans ce pays-là, il faut que vous vous assurez que vous avez de la ressource humaine suffisamment qualifiée pour vous accompagner, pour ne pas vous retrouver en porte-à-faux, toujours avec cette législation qui peut vous imposer d'utiliser de la main-d'œuvre locale. Mais ensuite de cela, la maturité du marché dans lequel vous allez. Si vous avez dans ce marché-là des gens qui produisent des solutions qui vont concourir à terme avec votre solution, il faut que vous vous assurez du niveau donc, de développement de ce marché. Si c'est un marché saturé, vous n'irez pas certainement. Si c'est un marché en maturation, si c'est un marché où vous avez encore du terrain, du terrain à gagner, vous pouvez y aller. Donc, lorsque vous regardez ce marché, lorsque vous regardez les concurrents auxquels vous aurez à faire face, lorsque la législation vous est favorable et que vous avez la ressource humaine qu'il faut, je pense que vous pouvez évoluer. Ouais. Merci beaucoup. Donc, avant de passer aux questions, j'aimerais entendre pendant 30 secondes les deux derniers panélistes sur l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que l'internationalisation peut avoir comme impact sur l'expérience utilisateur et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme stratégie pour tacler cela? Alors, l'expérience utilisateur, on va dire que c'est le plus important. Parce que, quelle que soit la beauté de ce que vous offrez à vos clients, si c'est difficile à utiliser, ils ne vont pas adhérer. Donc, la première chose qui est importante, c'est vous-même vous poser la question, ce que je propose, comment est-ce que je l'utilise? Est-ce que je suis à l'aise avec cela? Est-ce que c'est facile d'utilisation? Est-ce que ça répond vraiment aux besoins d'un utilisateur? Ce sont ces éléments-là qu'il faut regarder pour pouvoir parfaire votre expérience utilisateur. Parfait, merci. Je ne vais pas répéter Redcom. Redcom est spécialisé dans le Customer Experience, donc ils sont plus à l'aise à nous parler d'expérience utilisateur. Mais puisqu'on est en train de parler d'internationalisation des entreprises, moi ce que je peux simplement dire, c'est qu'au-delà de l'expérience utilisateur qui est beaucoup plus adaptée aux entreprises qui sont dans le digital, mais il y a aussi les réalités des pays, les mentalités, la manière dont les gens prennent les choses. C'est comme nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, quand on a décidé de nous développer à l'international, parce qu'on a eu le siège d'abord en Côte d'Ivoire, on avait été confronté à des réalités. Quand vous prenez, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas créer une entreprise globale en communication. C'est impossible. Une entreprise en Côte d'Ivoire de communication ne peut pas faire et de la régie publicitaire et du conseil en publicité, de l'événementiel, un peu comme on voit un peu dans les autres pays. Là-bas, quand vous décidez de faire de l'événementiel, vous êtes une agence événementielle et vous avez un agrément dans l'événementiel. Vous décidez de faire du conseil en marketing, vous le faites, vous avez un agrément. La régie publicitaire, c'est pareil. Mais quand on a décidé de nous développer ici, excusez-moi, ici, il n'y avait pas de problème. On ne va pas seulement se limiter au marketing digital. On s'est aussi rendu compte, compte tenu du taux de pénétration en utilisation d'Internet et aussi des réalités de la population, on a décidé de revoir un peu notre stratégie et de s'ouvrir un peu plus au-delà de notre métier de base qui est le digital. Pareil au Cameroun, donc c'est vous dire que pour ce qui est de l'acceptation de votre service ou de votre produit par votre cible, dépend de la réalité et vraiment de la connaissance même du milieu où vous décidez de vous internationaliser. Exactement. Donc il faut savoir présenter son produit en fonction du contexte local. Alors, nous allons donc passer aux questions. On va... Et je
précise qu'après la série des questions-réponses, nous allons enchaîner avec le panel lié au thème sur les infrastructures et la pause café interviendra après. Merci. Cette rangée. Ah, c'est ce que j'avais dit? Non, 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 c'est pas ce que j'avais dit. J'ai dit un panel et après la pause café. Non, 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 non. Non, en fait, ça va vite passer, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Ici? Ici? Bon, voilà. Pas de questions. Bien. Ils ont été très conclure. limpides alors, nos panélistes. Je crois, voilà. Parfait. Un dernier tour où vous allez conclure. Alors, on va laisser aux panélistes du coup quelques minutes pour dire le mot de la fin. Non, pas quelques minutes. Bon, on va dire 15 secondes chacun, juste pour conclure, si possible. Merci, Monsieur Médégan. Comme il n'y a pas de questions. Ok, merci. Pour conclure, je dirais simplement, pour réussir vraiment son internationalisation par expérience, je peux dire dans un premier temps, pour les entreprises qui souhaiteraient rapidement développer leur filiale, c'est de déjà commencer par penser global. Quand vous voulez lancer votre produit, votre service, il faut penser global. Et il faut penser grand. Il ne faut pas seulement se limiter à un service qui est limite adapté à un périmètre donné. Il faut que votre service soit quand même un service qui puisse être acheté ou facilement accepté dans d'autres pays à l'international. Dans un second temps, c'est de fonctionner dans un environnement agile. C'est très important. Contrairement à nos aînés qui avaient une structuration, une organisation trop complexe, trop coincée, aujourd'hui, avec le digital, on a la possibilité de rapidement aller sur les choses, les décisions prises en entreprise, les travaux, même la collaboration et la communication entre collaborateurs, il faut aller très vite. Il faut travailler dans un environnement où quand on prend la décision, qu'on puisse implémenter, qu'on puisse envoyer au client, qu'on puisse ainsi de suite. L'environnement agile, il est important. Et en fin de compte, c'est d'être très smart dans l'apprentissage et dans la recherche. Parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez très bien, quand vous n'allez pas vite, les gens vous dévancent. C'est comme, je vous donne un exemple. Il y a de cela 1 an, j'avais une idée de lancer des charger box. C'était en Côte d'Ivoire que je voulais le faire. Les charger box, c'est des bornes de recharge de téléphone mobile. Un jour, j'étais en pleine circulation quand j'ai reçu un appel d'un de mes amis qui a dit « Écoute, j'ai pu t'arranger une audience avec une personnalité. Il va t'appeler dans les minutes qui suivent. » J'étais à 2%, 3%, je ne me rappelle plus. Quelques instants plus tard, je reçois un appel numéro privé. Il faut voir comment je transpirais. J'étais à 1%. Ça a sonné. Dès que j'ai répondu, c'est coupé. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Attendez, vous imaginez, j'attendais cet appel-là avec impatience. J'ai dû repartir à la maison, j'ai rechargé, mais heureusement, cette personne m'a recontacté plus tard. Mais je me suis dit, mais attends, c'est pas normal, en pleine circulation, je me promène, donc pourquoi je ne peux pas avoir un endroit où je peux recharger à chaque fois mon téléphone quand j'ai envie de prendre du café, quand j'ai envie de discuter ou bien quand j'ai envie de faire des emplettes dans un supermarché. C'est de là que je me suis dit, tiens, j'ai réuni rapidement mes équipes, j'ai mis comme deadline, écoutez, dans 1 mois, je veux que vous me sortiez un prototype d'un charger box adapté à l'Afrique. J'aurais pu aller en acheter en Chine, j'aurais pu commander à des partenaires en Europe, mais j'ai décidé de le faire ici. J'ai été très vite, mes équipes ont fonctionné dans un environnement agile et très vite, ils ont sorti le premier prototype et après, on est passé en phase expérimentale et on a lancé la communication. Tout de suite, on a communiqué, on s'est dit pourquoi ne pas vraiment nous positionner dans ce secteur-là. Aujourd'hui, nous sommes la première agence africaine à avoir lancé des charger box. Et c'est vous dire, si on n'avait pas été smart, je vous assure, on ne l'aurait pas fait. Et je parie que dans cette salle, il y a des gens aussi qui avaient cette idée-là, mais parce qu'ils étaient lents, ils traînaient, ils avaient un fonctionnement trop complexe, ils n'ont pas pu le lancer. Donc c'est pour finir en disant, il faut aller très vite quand on veut s'internationaliser. Merci bien. Lancez-vous.
Alors moi, ce que je vais rajouter, je vais le faire vraiment de façon très brève. Je vais vous identifier 3 points essentiels qui, pour moi, sont ce qu'il ne faut pas manquer pour pouvoir s'internationaliser et se développer très rapidement. La première chose, c'est l'ambition. Vous n'avez absolument aucune limite. Aucun marché n'est assez grand, aucun marché n'est trop fermé, aucun marché n'est suffisamment saturé. Vous êtes meilleur dans ce que vous faites, c'est ce que vous devez vous dire et c'est l'ambition la première chose. La seconde chose, le digital, c'est votre allié. Sans le digital, on ne va pas vraiment loin. Et la seconde chose pour moi, c'est le digital qui doit être votre allié et qui va vous accompagner et vous aider à vous réaliser. Et le troisième point, qui est un point très, très, très important, c'est l'expérience client. Quel que soit ce que vous vendez, si vous ne pouvez pas délivrer une expérience client de qualité à vos consommateurs, ça aussi, vous allez droit dans le mur. Et bien sûr, je vais rajouter la petite note d'humour. Pour améliorer votre expérience client, il y a les solutions RightCom. Merci beaucoup. À ces différents points, je vais en ajouter un seul. Jamila est déjà debout. Donc, lorsque vous vous ouvrez à un marché nouveau, il faut toujours identifier en fait la valeur que vous apportez à ce marché. Votre unique selling point est très, très important et beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à l'identifier. Ce qui fait que lorsque vous avez en face une concurrence avec un concurrent du moins avec plus d'infrastructures, avec plus de moyens, il vous balaie rapidement du marché que vous pensiez avoir occupé. Donc, identifiez avec précision le problème que vous voulez régler, la valeur que vous voulez apporter à ce marché avant de vous lancer. Merci. Alors pour moi, le mot de la fin va être très rapide parce que je pense que tout a été dit. Mais simplement, je le répète, ce que j'avais dit au début, c'est que le digital, aujourd'hui, notamment et pour les PME, n'est pas une option, c'est réellement un impératif. Le risque n'est pas véritablement de se lancer sur le digital. Le risque, c'est de ne pas se lancer. Merci beaucoup. Très bien. Donc, avant de remercier nos panélistes, je voudrais simplement ajouter aussi la petite touche qui est que quand vous arrivez dans un nouveau pays, pensez aussi à apporter votre contribution au renforcement dans ce pays. Je vais parler par exemple de l'empowerment dans la formation. Le digital, c'est une friction. Par exemple, pour beaucoup de personnes qui ne pourront pas adopter vos politiques de sécurité ou votre culture d'entreprise digitale, pensez aussi à former ces personnes-là, à investir dans le pays pour que ce soit plus facile pour les autres entreprises de venir s'installer dans le pays. Donc, merci beaucoup à nos panélistes. Je pense qu'on peut les applaudir.